et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. Ça, c'est une grosse nouvelle, Karima. C'est le référendum à Pessamit. Donc, il y avait un référendum qui avait été demandé par les Inuits sur la proposition d'Hydro-Québec. On sait, Hydro-Québec a développé énormément son réseau dans un territoire qui s'appelle, que les Inuits appellent le Nistasinan. Donc, c'est dans le nord du Québec. Et on veut poursuivre. On veut, à Hydro-Québec, doubler la production d'ici 2050 et on veut d'ailleurs atteindre un record de kilowattheure dans à peine 10 ans, là, en 2035. Donc, on a besoin de développer davantage et on a voulu faire affaire avec la communauté. La communauté a dit, le chef a dit, pour me retourner vers la communauté, ça va prendre un référendum et le référendum n'a pas passé. C'est un drôle de référendum, par contre, là. C'est-à-dire que 37% de taux de participation demandé par le chef, l'option appuyée par le chef, renversée par la population. C'est quoi ta lecture de ça? Bien, premièrement, tu as dit que c'était une proposition d'Hydro-Québec. Oui, effectivement, Hydro-Québec veut développer, tu l'as mentionné, on a besoin d'énergie pour le futur. On parle aussi même de toute la question de l'électrification. Hein. On veut être de plus en plus carboneutre. On a la chance au Québec de pouvoir développer de l'énergie propre. Sauf que c'est pas juste une proposition d'Hydro-Québec, c'est une entente. En fait, ça a été négocié des deux. Donc oui, Hydro-Québec arrive avec cette proposition-là, mais c'est pas une imposition, disons, d'Hydro-Québec. Ah non, ben non. Il y avait des discussions, ça a été une entente cadre de 2024 qui avait été signée par des représentants là, de la communauté. Et le calendrier aussi sur la question du référendum. Donc, tout ça, ça a été quand même avec un travail de concert avec la communauté Innu de Pessamit. Et tu as raison. Donc, on revient sur ce référendum-là. Le grand problème, je te dirais, c'est que quand l'entente, il y a eu cet accord-là entre Hydro-Québec et la communauté, ben ensuite, ils ont dit, on va faire le référendum seulement dans 10 jours. Fait que là, ça, c'est vrai que tu te dis, OK, c'est bien rapide, mais ça, c'est encore une fois, c'était proposé par les dirigeants de la communauté Innu et on nous dit que c'était aussi pour une raison de calendrier électoral parce que bon, il y a les élections qui s'en viennent, puis il y a aussi, au sein même de la communauté, un agenda, si tu veux, en lien avec des élections. Et au total, 1287 membres de la communauté ont participé, donc ils ont voté sur à peu près 3000 là, qui pouvaient voter dans le cadre de ce référendum-là. Donc, 63% ont voté contre, 37% l'ont appuyé. Donc, c'est vraiment, finalement, il y a 809 électeurs qui ont décidé de cette entente-là, qu'ils n'en voulaient pas. Et c'était une entente qui leur aurait permis d'obtenir des redevances, si tu veux, entre 2 et 7 milliards de dollars pour les prochaines années. Là, on parle sur comme 50 ans pour cette communauté, comme on disait, là, de un peu plus de... Bien là, c'est 3000 personnes qui pouvaient voter, donc il y a plus de gens quand même au sein de la communauté. Et c'était un développement de projets énergétiques, notamment une centrale de 2000 mégawatts, des éoliennes et nouvelles lignes de transport de haute tension. Donc, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Puis, c'était... il y a Natacha Canapé-Fontaine, le membre de la communauté Innu de Pessamit, qui a fait une lettre ouverte aussi en fin de semaine. Et elle disait que ce délai-là, ça traduisait du racisme systémique, du mépris colonial et que s'ils acceptaient l'entente, ben là, ils devraient renoncer à toute réclamation future concernant des installations qui existaient déjà d'Hydro-Québec. Là, on sait qu'il y a déjà 16 barrages, 13 centrales sur le territoire. Donc, c'est comme si une partie de la communauté disait, ben on n'a pas complètement rétabli, disons, des erreurs du passé, le dédommagement du passé, et on va perdre notre droit de parole. On ne pourra pas les poursuivre si jamais il se passe quoi que ce soit plus tard. C'est comme si on leur donnait un chèque en blanc. Sauf que le processus n'avait pas été... Parce que c'est ça qui rend un peu mal à l'aise dans cette histoire-là. Si tu dis c'est un processus colonial, mais le processus a été en bonne partie initié par la communauté elle-même, par son chef, élu par la communauté elle-même. Là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu étais en train de dire que la communauté se colonise elle-même, là, a des comportements coloniaux envers elle-même. Il faut regarder dans la cour des Inuits aussi, là. Oui, c'est ça. C'est que je pense qu'il faut éviter de tomber là, dans les... Je trouve qu'on tombe facilement dans les vieux réflexes et les vieux slogans que d'un côté, on aurait un camp colonialiste qui veut nous exploiter et de l'autre, on serait des éternelles victimes. Il y a personne qui nie qu'il y a eu des injustices, puis et donc je peux comprendre la méfiance, évidemment, de la communauté de Pessamit, sauf que dans ce cas-ci, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu c'était cette idée de collaboration. Ensuite, est-ce que le message a passé? Puis je suis d'accord, je trouve qu'on regarde beaucoup
coup, on tape beaucoup sur Hydro-Québec, mais au sein même de la communauté, il y a eu ces négociations-là. Puis si la communication n'a pas passé aussi, il y en a qui ont des responsabilités à avoir peut-être mal renseigné ou ça s'est peut-être pas fait assez en collaboration avec les gens qui vivent là-bas. Il y a ça aussi. Peut-être qu'eux, ils n'en voulaient pas, puis il y en a qui ont décidé que c'était une bonne chose. Parce que je rappelle quand même que c'est un peu, si on veut faire le parallèle avec les CRI, qui, eux, ont bénéficié, puis que les milliards de dollars... La paix des braves. Oui, puis les milliards de dollars après, c'est pour le développement de la communauté qui se fait par la communauté aussi. Fait que, c'est pas vrai que c'est juste on va venir exploiter vos ressources. Puis ensuite, je pense plus largement, puis comme je te dis, j'entends les craintes, tout ça, on comprend que le passé, c'est compliqué. La question de la réconciliation, c'est compliqué aussi, mais il faut se positionner aussi, se dire dans l'ensemble du monde. Là, à un moment donné, on se dit non au gaz de schiste, on veut pas de pipeline, on veut pas de barrage hydroélectrique, on veut pas être dépendant du pétrole qui vient des pays du Golfe, on veut pas du pétrole qui vient des sables bitumineux. Ben expliquez-nous. À un moment donné, il y a comme une hypocrisie, je parle collective, là, de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je ne sais pas si c'est une hypocrisie, plus que c'est juste bloqué. Pas dans ma cour. Non, mais c'est bloqué. C'est bloqué. Non, mais je parle de globalement. Là, je parle pas juste par rapport à cette histoire-là. Je parle globalement sur les gaz de schiste. On dit non, mais on veut tout ouvrir la lumière quand on est chez soi. Dans ce sens-là. On veut chauffer, oui. On veut chauffer nos maisons. On veut que les industries fonctionnent pour qu'on soit pas dans un pays du tiers-monde. Donc, il y a comme cette espèce d'incohérence, si tu veux. Oui, mais ça, c'est des choses qu'on veut pas regarder. Il y a des affaires dans la vie qu'on veut pas regarder. Les poubelles, on veut pas regarder. Nos dépotoirs sont pleins, puis on veut pas le savoir. L'énergie, on veut pas le savoir. On pense qu'il y a des gens qui appartiennent à une autre catégorie de société qui gère ça pour nous, mais c'est notre société à nous. Nick Payne, bonjour. Salut, Nick. Salut, Karémi. Oui, salut. Oh, bon Dieu. Ça fait un bout de temps que je vous l'avais fait. Ben oui, c'est bon. Hey, Nick, 37% de taux de participation. Moi, quand j'ai lu ça, là, parce que c'est le taux de participation du référendum à Pessamit, je me suis dit, il y a eu sûrement de l'intimidation pour que les gens n'aient pas voté. C'est la première hypothèse qui m'est venue. J'étais pas là, mais chose certaine, ne pas se lever pour aller mettre un X sur un bulletin et aussi, ou alors y aller pour refuser une entente qui va valoir des sommes, mais alors là, astronomiques à, je le répète, ou je le rappelle parce qu'on n'en a pas parlé, Pessamit, c'est 2800, 3000 personnes. Il y a 4000 inscrits si on compte ceux qui ne sont pas sur la réserve. Cette toute petite population-là revendique un territoire de près de 140 000 km², 250 fois l'île de Montréal. Je ne sais pas si on réalise l'ordre de grandeur. Ce n'est pas un territoire sur lequel elle a... Pour le moment, là, une reconnaissance formelle et des droits formels. On est plutôt dans le régime de la Constitution canadienne qui reconnaît certains droits ancestraux sans très bien les définir. Là, tout ça doit passer par les tribunaux puis par la démonstration de l'occupation du territoire. C'est pas réglé, mais nous, au Québec, on fait comme si ça l'était déjà. On fait un pas en avant, on va au-devant de la parade et on fait tout de suite comme si ce territoire-là leur appartenait totalement et complètement en toute souveraineté. Et là, on leur offre un dédommagement. Mais alors là, on parle de redevances sur l'hydroélectricité. On parle même de projets de copropriété, d'investissement. Ce sont des sommes colossales. Les médias qui ont fait des calculs plus conservateurs arrivent autour de 2 milliards de retombées pour le Conseil des Inuits et, disons, les gens d'affaires, peut-être, et... Bref, soit directement, soit indirectement pour aller dans la communauté là-bas. Mais on peut aussi, le Conseil de bande lui-même parlait de 6 milliards de retombées sur ça va en 2 et 7 milliards 50 ans. Ça, ce que ça veut dire annuellement, là, c'est que tu ajoutes à une population qui a déjà une dépense publique par habitant astronomique par rapport à n'importe qui d'autre au Québec, t'ajoutes encore des sommes colossales. Le Conseil des Inuits marche à autour de 80-90 millions de dollars par année de budget, de revenus. Là, on ajouterait à ça annuellement 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120 millions de dollars de plus. C'est énorme. Et pour revenir à la question de départ, c'est assez extraordinaire que des gens d'une communauté soient assis chez eux, regardent ça et disent « Bah, on repassera. » J'ai du mal à le croire. C'est ça que je te dis, j'ai du mal à le croire. Mais c'est qu'on...
Oui, mais peut-être, Nick, tu ne tiens pas compte. C'est-à-dire, moi, j'écoutais, exemple, Natacha Canapé-Fontaine, on l'a entendu beaucoup là, ce matin dans les médias. Elle a fait cette lettre ouverte. Elle parlait au nom de la communauté. Elle disait, au contraire, il y avait une grosse fierté. Probablement elle disait qu'il n'y avait pas eu assez de temps pour se pencher là-dessus, que le référendum est venu très vite. Mais comme le dit Rémi, c'est décidé par eux-mêmes, ça. De cette idée que finalement, ils n'ont peut-être pas envie de ça, c'est d'avoir ça sur leur territoire. Mais ça, c'est très bien. Mais je pense que la vraie raison est plutôt que tout à l'heure, tu as parlé de réconciliation. Le fameux concept de la réconciliation n'est que le nouveau nom, les habits neufs d'une vieille pratique, d'une vieille politique qui est vraiment inscrite dans l'ADN du Canada, qui est de faire pleuvoir de l'argent sur diverses communautés pour acheter la paix. Puis là, je n'oublie pas qu'il y a des communautés qui n'ont toujours pas l'eau courante aujourd'hui. C'est autre chose. C'est pas le même dossier. Les Inuits ne sont pas dans cette situation-là. Dieu merci d'ailleurs. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je ne sache pas qu'il y a des cas aussi graves là, d'indigence dans ces communautés-là. Mais donc, et comme on est dans cette philosophie-là, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se dit que, on va être capable d'obtenir plus. Parce que quand tu disposes d'un territoire d'une telle vasteté, je le rappelle, 4000 personnes, 250 fois l'île de Montréal, il y a de la place, là. Normalement, il devrait y avoir moyen de faire un petit peu de développement hydroélectrique. On est là-dedans, on est dans le projet de Michael Sabia. Qui va bénéficier à tout le monde. Parce que qui va bénéficier à tout le monde, eux les premiers. On n'est pas des pros, là. C'est-à-dire que, je veux préciser quand même, là, pour mettre un barrage, je ne peux pas mettre ça n'importe où. Là. Non, bien sûr. Il faut que tu sois au bon endroit, là où il y a le bon débit. C'est ça, c'est environnementalement complexe. On ne peut pas faire ce qu'on a fait, non, c'est ça. On ne peut pas faire ce qui a été fait dans le passé, reproduire en fait les erreurs du passé. Oui, bien, ils sont déjà dans des poursuites. Alors, cette entente-là incluait que on règle, on met un terme aux poursuites pour les infrastructures qui existent déjà et contre lesquelles les Inuits sont fâchés. Oui, bien sûr, on peut décider qu'on ne veut pas de ça sur le territoire, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut là, chez les Inuits? Je n'en suis pas certain. C'est quand même beaucoup, beaucoup de moyens auxquels ils tournent le dos. Là, pour développer aussi la... Oui, c'est ça. Puis, dernière réflexion là-dessus, est-ce que c'est vraiment ça notre modèle à jamais de relation avec ce qu'on appelle les premiers peuples, c'est-à-dire une espèce de stratégie perpétuelle de couteau sur la gorge avec on va mettre plus d'argent dans l'enveloppe. Mais encore plus d'argent dans l'enveloppe. Qu'est-ce que les Inuits là ont-ils une expertise en développement hydroélectrique là, qui m'a échappé là? Comment ça se fait que tout à coup ils se font offrir des partenariats puis c'est quand même extraordinaire. Mais ils vont être formés, ils vont ensuite ils vont. Non, mais c'est ça un peu le partenariat. Moi quand même, j'ai fait un peu de chemin dans ma tête sur cette question-là le jour où j'ai vu et j'ai retrouvé le nom du documentaire. Ça s'appelle Bay James 1975, le choc des nations. Dans ce documentaire-là, moi, j'ai appris que quand on a voulu faire la baie James, on n'a pas consulté les Autochtones au tout début. Les Autochtones de la région se sont rendus compte qu'il y avait ce projet-là très tard dans le processus. Et par la suite, ils ont été inclus. Il y a ce souvenir-là quand même qui est lourd et pesant. Oui, dans les communautés, ils ne veulent pas se refaire faire le coup. Puis on demande des réparations parce que même si on est revenu sur certaines décisions, ça n'a peut-être pas été fait de la bonne façon. Moi, je peux comprendre humainement quand même qui est ce sentiment-là chez eux. Mais pense aux cris qui, depuis, sont riches aux as, là. Hein? Ça a été vraiment très, très, très bénéfique pour eux. Puis, oui, tu dis qu'on n'avait pas pensé à eux à l'origine. Alors, c'était dans les années 50, 60, 70. Des 70 oui, je pense que là, jusqu'à 70. On n'est pas du tout dans cette... On n'est plus là. Puis, il faut rappeler que c'est quand même de tout petit peuple, là. On joue beaucoup sur la culpabilité, sur cette histoire des colons européens qui seraient venus leur voler le territoire et tout. C'est-à-dire des petites communautés... Oui, ce sont en nombre. En nombre, de toutes petites communautés qui sont sur de très vastes territoires. Et voilà, donc je trouve que je trouve que le jeu se joue à deux, la danse. Cette affaire-là est un tango. Et je ne suis pas prêt à acheter l'idée de la culpabilité, entre guillemets, blanche, totale et complète là-dessus. Je pense que l'histoire est plus complexe et je regrette quand même qu'on soit encore dans la mentalité de on va vous payer. On va payer encore. Ça va être comme ça. C'est pas nécessairement bon pour des gens. On n'en sortira pas. C'est ça. C'est peut-être le cas. Tu as peut-être raison. François Bonnardel a annoncé son départ. Est-ce que c'est le dernier, là? L'élection s'en vient. C'est-tu le dernier qui annonce son départ? Non? Probablement pas. Okay. Parce que c'est un gros morceau, François Bonnardel. Martine Biron là, qui avait dit « c'est mon plan ».
De rester. Est-ce que vous allez rester? Ben, c'est mon plan. Tu sais, quand tu dis ça, est-ce qu'on va-tu skier en fin de semaine? Ben, c'est mon plan. C'est mon plan. Oui, disons que ça laisse quand même... C'est sûr que dans une relation, j'essaie d'imaginer une M'aimes-tu? relation de deux C'est mon personnes. plan. Ben, c'est mon plan. On reste ensemble? C'est mon plan. Pour le C'est moment, mon c'est plan. mon plan. Mettons pire, que ça. s'il se met à C'est quoi vanter votre du plan sud-ouest au lieu du nord-est, ou toujours ton si je plan, gagne à la chérie. loterie, peut-être que finalement, je vais déménager à Tahiti. Mais donc, tu sais, alors, non, ça va probablement arriver encore. Là, Bonardel, il a eu la bonne idée de faire ça pendant que je m'en venais ici en char, là, donc je connais pas ses raisons, mais j'imagine que c'est pour aller relever de nouveaux défis et se rapprocher de sa famille. La famille, c'est souvent une bonne raison qu'on famille. évoque, effectivement. Ça arrive, ça, alors que on apprenait vendredi qu'un ancien directeur de campagne de Bernard Drinville, mais aussi directeur de cabinet de Bonardel, Sébastien Lépine, je pense de son nom, passe chez les conservateurs. De la CAQ s'en va chez les conservateurs. C'est pas la nouvelle du siècle, mais c'est un petit élément parmi plusieurs qui montre qu'il y a une forme de désaffection, il y a un mouvement. Moi, je pense que ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire que au-delà du caucus, chez les militants, chez les employés de l'appareil, il y avait beaucoup de monde qui était davantage pro-Drainville que pro-Fréchette. Et tout ça combiné avec je dis pas que c'est le cas de Bonardel, là, mais combiné avec les sondages et puis ce qu'on peut prévoir après 2 lourds mandats de gouvernement, ben, fait que là, la désaffection va continuer. Bonardel est un gros morceau, là, par ailleurs. Oui, et ensuite, c'est toujours le moment choisi pour annoncer le fait que tu t'en ailles. Ouais. Donc là, tu te dis, OK, aujourd'hui, puis c'est sûr qu'on est plus tourné vers ce qui se passe avec l'entente à Pessamit, puis la Ouais. non-entente. OK, ça, c'est moi, peut-être qui extrapole. Mais de toute façon, y a-tu un bon moment pour annoncer ça, rendu à Sortir cette étape-ci? C'est parce qu'on avait dit que tout le monde se décidait avant le 1er juin. Oui, c'est c'est ça que la CAQ avait dit. Et là, on a l'impression que M. Bonardel avait cette patate chaude-là dans les poches depuis... il a un peu tardé à se décider, puis il savait pas trop comment l'annoncer. Ou alors, on se trompe et il a attendu pour que ce soit le plus... dommageable possible pour son parti. J'ose croire que c'est pas le cas. Ou le moins, c'est-à-dire qu'on sait que là, il y a quand même des difficultés. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Il y en a quand même une trentaine de ministres qui sont partis, là, des ténors du parti qui ont quitté le bateau, comme on dit. Et peut-être... On est moi, au-delà du renouvellement. Là. Oui, mais en même temps, tu te dis peut-être que... est-ce qu'il y a des pressions quelque part pour dire, regardez, partez pas tout de suite. Si vous voulez partir, attendez un petit peu qu'on ait recruté du monde. On est les a rendu, retenus par la queue de chemise. On va raconter, pendant la course à la chefferie, qu'il y avait des députés et des ministres de la CAQ qui appuyaient Christine Fréchette, même s'ils se sentaient beaucoup plus près des idées de Bernard Drinville. Ils l'ont fait parce que, notamment François Legault disait c'est elle qui a le plus de chances, non seulement de gagner, mais ensuite de fédérer les Québécois. Et là, on se rend compte qu'il y en a qui ont appuyé. Bonardel a appuyé Mme Fréchette, n'a pas appuyé M. Drinville. Son directeur de cabinet, lui, s'en va chez les conservateurs. C'est-à-dire, 1 + 1 = 2. Là. On a tout compris. C'est l'ADQ. Donc, ça veut dire qu'on a des... C'était la mouvance conservatrice de la D'ailleurs, CAQ. Bonardel était... Effectivement. Donc, on a des gens qui ont appuyé Fréchette avec un mauvais goût dans la bouche et qui se sont dit, on va lui donner une chance. Ouais. Elle ne livre pas la marchandise et ils s'en vont. Ça en dit long sur comment s'était constitué ce parti-là. C'était beaucoup fait autour des intérêts, des carrières de l'opportunisme. Pas un parti de cœur, le temps que Il ça. est encore trop tôt pour tirer les grandes conclusions, mais le spectre de Kim Campbell plane quand même. Hein? C'est-à-dire la femme qu'on croit être la meilleure joueuse en vue des sondages et qu'on place là un petit peu à la dernière minute et qui fait un bon bout de chemin. Là, au début, ça va bien, petite lune de miel, sous lune de miel, puis finalement, hop, aux élections, ça n'arrive pas. Merci, Nick Payne. Salut.